السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حيا الله الجميع. Je vous souhaite tous la bienvenue. Sujet d'actualité, sujet chaud, sujet malheureusement triste, tragique, celui de la perte de nos adolescents. Et là, je vais commencer par, subhanallah, un titre qui m'a interpellé. Le titre, c'est dans la presse, Journal Montréal, CBC News, la plupart des médias, ils nous rapportaient que le premier homicide de l'année a été celui d'un jeune de 17 ans. Et ce qui était écrit, un jeune de 17 ans, Amir Ben Iyad, rahmatullahi alayh, devient la première victime d'homicide de l'année à Montréal. Et puis c'était suivi par, selon nos informations, la mort d'Amir Ben Iyad, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, pourrait découler d'un conflit entre jeunes d'une même école secondaire. Il se serait fait tirer dessus à bout portant. Et subhanallah, avant de parler davantage de ce dossier, je vais revenir au mois de janvier 2021. Là, on parle de 13 janvier 2022. Revenons au mois de janvier 2021, le 7 janvier. Titre, toujours dans les mêmes journaux, premier homicide de l'année à Montréal. Un homme de 26 ans d'origine maghrébine, Walid Meddan, a été atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu au haut du corps, vers 7h15 dans une ruelle à l'arrière de la station de métro Joliette. Walid, vous allez me dire, il avait 26 ans. Mais Walid, plusieurs jeunes le connaissent depuis son adolescence. Donc c'est un adolescent qui s'est rendu jusqu'à 26 ans. Amir Ben Iyad a été tué lâchement à l'âge de 17 ans. Ses amis disent qu'il n'avait rien à voir, qu'il n'était pas mêlé aux gangs de rue. Plusieurs témoignages corroborent cela, confirment cela, des amis de son école secondaire. Une femme a témoigné qu'elle a vu 3 jeunes, après plusieurs coups de projectiles, après plusieurs tirs, qui l'ont atteint mortellement, s'enfuir de la scène du crime. Donc il a été ciblé par 3 jeunes. Maintenant, ce que j'aimerais faire tout d'abord, c'est aller voir les noms des victimes de l'année 2021. On a dit que l'année 2021 commençait par le meurtre de Walid Meddan, premier homicide. 2022, on commence par le meurtre d'un autre jeune, Amir Ben Iyad, de notre communauté. Cette année, l'année dernière, excusez-moi, l'année passée, 2021, Walid Meddan a été tué le 7 janvier. Le 7 février, un mois après, Maryam Boundaoui a été tuée. Et ce qu'on lisait à l'époque dans les médias, Maryam s'est retrouvée au cœur d'un conflit armé qui n'avait rien à voir avec elle. L'adolescente, rahmatullahi alayha wa ala jami' al-muslimin, a été tuée d'une balle à la tête à Saint-Léonard. Une dispute peut-être entre 2 familles de commerçants avait éclaté non loin du véhicule dans lequel elle se trouvait. 2 individus cagoulés ont tiré
en direction du conducteur qui accompagnait Maryam. Donc, un mois après le meurtre de Walid, 7 février, une adolescente de 15 ans. Le 3 juillet, Souman Mohamed Sayoum, 21 ans, a été abattu, tué en plein jour d'une balle dans la tête, alors qu'il se trouvait dans sa voiture, dans un stationnement proche de chez lui. Son père, le père de Mohamed, Souman Mohamed Sayoum, le jeune s'appelle Souman Mohamed Sayoum. Le père s'appelle Mohamed Abdul Sayoum, qui est son père, a organisé avec d'autres jeunes une marche pour dénoncer, subhanallah, une marche pour la paix dans le quartier de la Petite Bourgogne, pour dénoncer, subhanallah, le meurtre de son fils. Donc Souman. Le 25 septembre, Yazan Shia, 19 ans, a été tué. Le 2 décembre, Hani Wahdi, un autre jeune de notre communauté, 20 ans, il a été retrouvé grièvement blessé dans sa voiture après avoir été la cible de coups de feu. Selon ses proches, son père, sa famille, il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mauvais endroit, mauvais moment. C'est la phrase qui se répète dans tous les meurtres de ces jeunes, à part Walid. Mais Dan, qui avait 26 ans, tous les jeunes qui ont été tués, ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Je ne remets pas en doute cela, attention. Tout ce que je fais, c'est que je vous rapporte ce qui a été écrit dans les médias. Alors, ça c'est à peu près 1, 2, 3, 4, 5 de nos jeunes, des adolescents ont été tués l'année dernière. Vous savez, subhanallah, chaque année, quand je vois, ou à chaque fois que je lis la presse, que je vois homicide à Montréal, un jeune, je fais la recherche macabre. Je vais rapidement, bien sûr, je n'ai pas oublié Islam, rahmatullahi alayh, Islam Gedres. C'est un dossier qu'on ne va pas oublier. On ne va jamais oublier Islam. Ça a été maquillé comme un suicide, mais on a toutes les preuves qu'il s'agit d'un kidnapping, d'un enlèvement et d'un meurtre. Mais comme c'est un étudiant étranger, un jeune Algérien qui est venu ici pour son avenir, l'affaire a été classée. Mais nous, on ne l'a pas oublié. Barakallahu fik, akhi Moukhsar. Donc, ce que je disais, c'est que, à chaque fois, subhanallah, que je lis homicide d'un jeune, automatiquement, wallahi, je vais vérifier le nom. Et j'ai plusieurs khotab jumu'ah, des prêches dans lesquels j'ai abordé cette problématique. J'ai parlé de nos jeunes qui sont abattus, particulièrement à Montréal. Et j'aimerais vous rappeler, le 9 décembre 2014, Salmi Hiyawi, 17 ans, poignardé à mort. Abdelbari, rahmatullah alayh, 16 ans, poignardé à mort le 15 octobre 2015. À l'époque, ça avait choqué la communauté. Parce qu'entre le meurtre de Salmi Hiyawi et du jeune Abdelbari, 17 ans, 16 ans, il n'y avait pas un grand laps de temps. Mais ce que j'aimerais, subhanallah, vous rappeler, la grosse différence entre les meurtres de ces jeunes adolescents, Abdelbari, Salmi Hiyawi, et ce qui s'est passé l'année dernière, ce qu'on est en train de vivre à Montréal aujourd'hui, c'est cette citation du commandant Paul Véro des crimes majeurs du SPVM qui va nous le résumer. Il a dit, le plus frappant, c'est au niveau des armes à feu. Parce que Salmi Hiyawi a été poignardé à mort. Le jeune Abdelbari a été poignardé à mort. Avant, quand je préparais mes khotab al-jumu'ah, mes prêches, ou mes halaqat, mes conférences hebdomadaires dans lesquelles je parlais souvent de l'waqi', ce que vivait la communauté, les jeunes, avec la présence de plusieurs jeunes, on parlait des armes blanches. Aujourd'hui, il y a la présence des armes à feu. Autre chose, subhanallah, qui est marquant, qui a été que plusieurs policiers, plusieurs intervenants ont mis de l'avant, c'est la proximité. Ces crimes, dans le bilan annuel de la presse, ils ont dit que du jamais vu depuis 2010, des jeunes vies fauchés, des jeunes qui ont été fauchés par des conflits frivoles,
des règlements de compte liés aux gangs de rue. Et ce qui est frappant, c'est qu'il a dit, Paul Véro du SPVM, c'est que ces événements impliquant des armes à feu sont surtout survenus dans des quartiers résidentiels. Un parking, derrière un métro, dans une ruelle résidentielle. Donc on ne parle pas de jeunes qui étaient dans des boîtes de nuit, qui étaient dans des bars, qui ont été dans des maisons où est-ce qu'il y avait des parties clandestins. Non, non, non. On parle vraiment le quotidien. Un jeune qui est au secondaire, qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qui se fait tirer dessus, et non pas poignarder. Donc c'est sûr qu'il y a cette problématique des armes à feu. Il y a plus de contrôle des armes à feu, tout le monde est en train de tirer les sonnettes d'alarme, mais ce n'est pas la seule cause de ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, permettez-moi juste une petite parenthèse. L'année dernière, j'avais répondu par une conférence que vous allez trouver sur ma page YouTube qui s'appelle le Far Est. Le journal de Montréal avait titré à la une, toujours dans la même tendance sensationnaliste, le Far Est. On est en train de, vous savez, le Far West, c'est-à-dire une zone de non-droit. Le Far West où les conflits se règlent par des duels, par les armes à feu. Alors eux, ils avaient parlé, le journal de Montréal à l'époque, l'année dernière, du Far Est comme quoi à Saint-Michel, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, on commence à avoir une sorte de Far Est. Et j'avais répondu preuve à l'appui qu'on n'est pas en train de vivre le Far Est et que ce titre sensationnaliste reflète un certain profilage, reflète de l'ethnocentrisme, de l'islamophobie, du racisme, et revenez à la conférence, j'ai détaillé preuve à l'appui. Maintenant, est-ce qu'on est en train de vivre une recrudescence des meurtres? Est-ce que c'est devenu grave? Allons-y voir les statistiques. L'an 2000, il y a eu 49 homicides à Montréal. 10 ans après, en 2010, on est descendu de 49 à 37. L'année dernière, 10 ans après, 2020, on a eu 25. Donc on est passé de 49 homicides à 37 à 25. Donc il n'y a pas un crescendo, au contraire, il y a un décrescendo, une baisse. Allons-y comparer 2001. 2001, 66 homicides à Montréal. 2011, 10 ans après, 35, la moitié. 2021, 37. Donc, d'une certaine manière, on n'a pas connu une recrudescence, une augmentation des homicides à Montréal. Au contraire, le crime baisse. Et quand on se compare avec Toronto, on a la moitié. Toronto, c'est plus que 75 homicides par année. Néanmoins, ce qui est... Juste, excusez-moi une seconde. Parce que c'est un sujet quand même qui est assez... Subhanallah, qui est assez lourd, qui est assez dramatique, et je vois quelqu'un qui est en train de rire. Il y a des parents qui souffrent, il y a des familles qui souffrent, des jeunes qui ont été arrachés à la vie, subhanallah, et des gens qui rient. Wallah al-musta'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc ce que je disais, c'est que quand on examine les statistiques, on se rend compte, subhanallah, qu'il y a une baisse. Néanmoins, même s'il y a une baisse, il y a une augmentation du meurtre des jeunes, surtout par les armes à feu. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on a plusieurs jeunes qui sont tués et on a, parmi ces jeunes-là, une majorité de jeunes musulmans, maghrébins. Ça, c'est l'autre particularité. Donc, il y a une baisse des meurtres, mais à Montréal, mais une augmentation des homicides, des meurtres touchant les jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a une majorité de maghrébins, il ne faut pas se le cacher, les statistiques sont là, les noms sont là, et les meurtres surviennent, non pas dans des boîtes de nuit, dans des bars, mais dans des zones résidentielles, des endroits où normalement les gens ne tirent pas. Et ça peut arriver le jour, le soir, la nuit. Donc on est vraiment dans l'arbitraire. Et la phrase qui ressort à chaque fois dans les articles de journaux, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent ils sont accompagnés par des personnes qui sont ciblées, ou ils ont des connaissances qui sont ciblées. Et ça aussi c'est problématique.
Alors, maintenant, après avoir fait cette courte ou cette longue, excusez-moi, introduction, faudrait qu'on parle de cette problématique, la problématique des jeunes. Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Est-ce que nos jeunes nous échappent? Est-ce que la première génération n'arrive pas, d'une certaine manière, à entretenir des relations harmonieuses avec la deuxième génération quand elle arrive à l'adolescence? Moi, ce que je peux vous dire, d'après mon expérience sur le terrain, je suis père, j'ai 4 enfants, de 12 à 20 ans. Je suis venu ici avec mes parents en 95 et j'ai fait mes études universitaires ici. C'était le début vingtaine. Et j'ai enseigné depuis 96 dans des écoles secondaires. Donc, j'ai eu l'expérience d'être un jeune ici, d'être un père de famille avec des adolescents puis des jeunes qui sont rendus à l'université. Et j'ai été enseignant au secondaire et en tant qu'imam, je suis en contact avec des jeunes qui viennent souvent à Masjid al-Sahaba où c'est à peu près l'un des plus grands regroupements de jeunes, mais pas des adolescents, des 18 ans et plus. Vraiment, cette tranche d'âge entre 12 et 17 ans sont vraiment les moins qui fréquentent nos mosquées, subhanallah. D'après mon expérience, ce que je peux vous dire, où se trouve la problématique? La plupart des jeunes, subhanallah, sont quand même assez bien encadrés dans l'enfance. Donc, durant l'enfance, ces jeunes-là, ils vont dans des écoles de fin de semaine coraniques, ils font des activités, font du karaté, font de la natation, font généralement ce que les parents doivent faire. Donc, les parents doivent, d'une certaine manière, bien encadrer leurs enfants, fréquentent les écoles, soit du quartier, soit des écoles islamiques. Les parents essaient de leur inculquer les valeurs du mieux qu'ils peuvent. Où est la problématique? La problématique arrive généralement dans cette transition entre l'enfance et l'adolescence. Et subhanallah, il m'est arrivé une anecdote. J'étais chez un mécanicien lorsqu'un père m'a approché. Il m'a dit: Salam alaikum cheikh, j'aimerais vous parler à propos de mon fils. Khair akhil karim, tafaddal. Il m'a dit: mon fils était brillant, subhanallah, pendant le primaire. Dès qu'il a commencé à fréquenter le secondaire, on a commencé à voir des clashs, des malentendus, coupe de cheveux qui a changé, fréquentation qui a changé, passe beaucoup de temps sur son cellulaire. Généralement, c'est un adolescent, Il a dit, et là, on n'a pas su, ma femme et moi, avoir de bonnes relations avec notre fils. Et subhanallah, le pire qui va arriver, c'est que ce jeune-là, lorsqu'il va arriver au cégep, le père et la mère l'encadraient, mais dès qu'il est arrivé au cégep, le jeune a abandonné ses études, décrochage scolaire, et il a commencé à vivre la nuit. Il se réveille vers 1h, 2h, le père est au travail, la mère travaille, il se réveille à 1h, 2h, prend sa douche, mange, joue. Vers 7h, 8h du soir, sort. Veille très tard dehors, il ne sait pas ce qu'il fait. Ils ont découvert une fois une bouteille de vodka, d'autres fois cigarette électronique, commence à soupçonner qu'il fume. Subhanallah, du pote. Lorsque le père me parlait, il y a un autre père qui est venu. Ya akhil karim, aïch nafs al-ma'sat. Il vivait la même tragédie chez lui à la maison. Il a dit, mon fils a arrêté ses études, dort le jour, veille la nuit. Un troisième est venu me parler. Subhanallah, j'étais en train de parler avec 3 parents qui vivaient la même tragédie avec leurs jeunes. Et c'est comme j'ai dit, c'est vraiment à l'âge des transitions. Et transition entre l'enfance et l'adolescence. Ensuite, il y en a qui ratent la transition entre l'adolescence et le jeune âge adulte. Vous savez, l'une des grandes problématiques au niveau de la délinquance juvénile. Parce que le mot délinquance juvénile, ce concept juridique, c'est comme une sorte de fourre-tout. On trouve des jeunes de gangs de rue, on trouve des jeunes contrevenants, on trouve des jeunes qui tout simplement affichent une coupe de cheveux, un habit vestimentaire, des gestes
fréquentent des réseaux sociaux, des fois se donnent une autre vie. Hein. C'est pas des membres de gangs de rue. Mais ils valorisent le rap. Et à Saint-Léonard, il y a eu, et moi je le dis aux parents qui habitent à Saint-Léonard, il y a eu une grande influence de un ou deux rappeurs maghrébins qui fréquentaient l'entourage de Syntex, école secondaire bien connue, et ça a donné comme une sorte de valorisation de ces milieux-là. Alors, quand on parle de délinquance juvénile, on ne parle pas des jeunes qui sont vraiment membres des gangs de rue. Mais c'est un mot juridique, mais en fait on parle de tout ce qui gravite autour de la culture du rap, valorisation des armes, valorisation de la drogue. Le fait de fumer de la drogue, c'est quelque chose de valorisant. On parle de tous ces éléments-là. Et ça, c'est pas le fait que les jeunes, d'une certaine manière, ne suivent pas leurs parents, c'est pas nouveau. Au 8e siècle, avant Jésus-Christ, avant Isa alayhi salam, Hésiode écrivait dans les Travaux et les Jours « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible, notre monde atteint un stade critique, les enfants n'écoutent plus leurs parents. » Ça, c'est écrit au 8e siècle avant Isa alayhi salam. Alors imaginez, la question des conflits de génération lorsque le jeune arrive à l'adolescence n'est pas nouveau. C'est vraiment ancien, subhanallah. Et le sociologue Sébastien Rocher, qui est un spécialiste en criminologie, directeur du CNRS en France, il dit structurellement, la délinquance des jeunes a toujours existé. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais subhanallah, ce phénomène éternel en Occident, quand on vérifie dans les sources historiques, dans le monde musulman, on trouve que les musulmans n'avaient pas de problématique des jeunes, subhanallah. Il n'y avait pas cette problématique. Les jeunes, quand ils arrivaient à un certain âge, ils étaient aptes à se marier. Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc celui qui a les moyens financiers, physiques, il se marie. Donc cet âge qu'on appelle l'adolescence, selon les sociologues, n'est pas un âge réel, c'est un âge factice. C'est un âge qui a été créé par la société moderne. C'est quoi un adolescent? Un adolescent, shar'an, en islam, baligh, yajri alayhi al-qalam. Donc il faudrait que les parents sachent que leur jeune de 11, 12, 13 ans, à partir de 10 ans, il doit prier, et après, s'il est pubère à 11, 12 ans, il doit jeûner. Il est considéré par Allah Azza wa Jal comme un homme. Les anges écrivent ses hasanat et ses sayyat, ses péchés et ses bonnes actions. Alors, où se trouve la problématique? Aujourd'hui, bien sûr, tu ne peux pas marier un jeune de 13, 14, 15, 16 ans parce qu'il n'a pas les moyens de subvenir à sa famille. Et en plus, la loi ici ne le permet pas. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'un des grands facteurs, l'un des grands problèmes au niveau de la délinquance de cette problématique, c'est que le jeune qui est normalement un adulte, shar'an, ce jeune-là, il est considéré par son père et sa mère comme un enfant. Quelqu'un m'écrit la religion. Vous savez que la plupart des jeunes dont je parle viennent de familles pratiquantes. Des familles de Saint-Léonard, dont les enfants fréquentent, dont les parents fréquentent la mosquée, la mère porte le hijab. C'est pas des familles disloquées, non pratiquantes. C'est pas des familles où le père est alcoolique, où la mère est prostituée. Loin de là. On parle vraiment de familles qui sont normales. Alors, c'est pour ça que, oui, la religion, elle est importante, mais dites-vous que ces jeunes-là, leur problème, c'est pas seulement qu'ils viennent de familles non pratiquantes. Alors, laissez-moi juste terminer, barakallahu fik, parce que je vois les commentaires et je ne peux pas m'empêcher de ne pas répondre. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'une des grandes problématiques, parce que quand on parle de la délinquance, qu'est-ce que nous dit la recherche scientifique? La recherche scientifique nous dit que la délinquance est multifactorielle. Il n'y a pas un seul facteur. Et quand je cherche au niveau des sciences de l'éducation, qui est mon domaine de recherche, ou la sociologie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la typologie généralement acceptée par les chercheurs classifie les facteurs de risque en fonction des domaines suivants.
Quels sont ces domaines suivants? هذا ما قلت أخي الكريم المصطفى. قلت أن المراهقة ليس سن حقيقي بل هو سن مبتكر مخترع. J'ai dit que c'est un âge factice. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la sociologie qui le dit. Donc, quand on parle d'un adolescent, un adolescent, c'est un adulte, mais qui n'est pas traité en tant qu'adulte. Je m'en viens. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que la typologie au niveau de la recherche en sociologie nous classifie les facteurs de risque en fonction des domaines suivants. 1. Les caractéristiques individuelles. Il y a des jeunes qui ont un penchant pour le crime, pour les problèmes. Ils ont un penchant naturel, c'est inné chez eux. Deuxièmement, la famille. Troisièmement, l'école. Quatrièmement, les pairs. Les pairs avec AIRS, c'est-à-dire les jeunes qui fréquentent, leurs amis. Et cinquièmement, la collectivité. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que nous tous, nous avons une part de responsabilité. Les parents ont une part de responsabilité, la plus grande bien sûr. Le jeune lui-même, en tant que mukallaf shar'an, il a une grande part de responsabilité. La mosquée a une part de responsabilité. L'école a une part de responsabilité. La ville de Montréal qui laisse circuler les armes parce que le SPVM est sous-financé, où on n'a pas de lien de proximité dans les quartiers avec les jeunes, les centres communautaires qui ne sont pas financés, tous ces éléments-là, les écoles qui n'éduquent plus, mais qui sont des endroits, vous savez, normalement, l'objectif de l'école québécoise, c'est écrit, c'est instruire, socialiser, qualifier. Donc, où est l'éducation là-dedans? Dans la socialisation, l'éducation, vous allez me dire, c'est à la maison? Oui, certes, c'est à la maison. Mais l'enfant passe 8 heures à l'école. Et quand il revient, il a des devoirs, puis des activités. Combien de temps qualitatif les parents passent avec lui? Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour ces facteurs de risque, durant la préadolescence, durant l'enfance, les chercheurs nous disent que les facteurs qui ont la plus grande incidence sont ceux qui agissent au sein de la famille. Donc, tant que le jeune est enfant, il n'est pas encore pubère, lam yablugh sin al-murahaqa ou sin al-bulugh, shar'an sin al-bulugh, lam yablugh al-hulum. Donc tant qu'il n'est pas arrivé à cet âge-là, il n'est pas adulte, la plus grande incidence nous vient de la famille. Mais les chercheurs nous disent que dès qu'il devient pubère, à ce moment-là, les facteurs de risque liés au père, à l'école secondaire, au quartier dans lequel la famille vit, et à la communauté jouent un plus grand rôle. C'est là où est-ce qu'il fait sa socialisation. Alors, ça c'est grosso modo, on doit savoir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait... ça c'est la problématique, on a vu assez de problèmes. Maintenant, essayons d'aller voir les solutions. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, bien entendu, ce que la recherche en sociologie nous dit, Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit il y a 14 siècles. Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Donc il y a le fitra, c'est les penchants naturels. Et le fitra, subhanallah, c'est l'islam. Donc, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Donc, les parents, au début, ont une grande influence. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فالرجل مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Donc, il y a une grande part de responsabilité de la part des parents. Vous savez, avec tout mon respect, il faudrait qu'on soit honnête et sincère. Nous avons choisi de planter cette graine, nos enfants, dans cette société. Nous ne sommes ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie. Ici, il n'y a ni oncle, ni grand-père, ni voisin, ni cheikh, ni professeur qui va parler de valeurs islamiques. Il y a seulement les parents. Et la mosquée du quartier, si vous trouvez un imam qui parle français et qui connaît la société. Donc, quand tu plantes une graine dans une terre aride, même si tu l'irrigues, même si tu mets de l'engrais, croyez-moi, elle ne poussera pas de la même manière si la terre إذا كانت الأرض طيبة ومباركة. أرضنا طيبة مباركة, je parle de أرضنا.
أرض الشهداء. شجرة التوحيد غرست فيها وتمت السقيا بدماء الشهداء من التابعين. Donc quand vous voyez ces pays, les pays musulmans, subhanallah, c'est des pays d'une longue tradition islamique. Il y a des hommes et des femmes qui ont versé leur sang, qui sont venus apporter l'islam à ces terres. Cette terre, elle est bénie, mubaraka. Là, tu viens dans une terre où, c'est ça la réalité, c'est une terre où les valeurs au sein de la société ne sont pas des valeurs islamiques. Et on essaie de ramer contre le courant, en essayant de donner à nos enfants un milieu de vie qui correspond à nos valeurs, aux valeurs islamiques. Cela, subhanallah, n'est pas facile, n'est pas aisé. Wallah, je connaissais une enseignante qui a lâché son poste. Elle travaillait dans une école secondaire, à la commission scolaire, sans nommer la commission scolaire, et subhanallah, elle est revenue dans son pays d'origine. Elle m'a écrit pour me dire, j'ai abandonné mon poste à temps plein pour sauver mon fils. Son premier enfant avait commencé à dérailler, cigarette électronique. Le deuxième était vraiment accro au pot, au cannabis. Et j'ai écrit un article sur mon site où est-ce que je cite plusieurs recherches qui démontrent l'impact du cannabis fumé par les jeunes dans les écoles secondaires à Montréal. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, subhanallah, les parents, je ne dis pas que les parents sont de mauvaise foi ou s'en foutent de leurs enfants. Au contraire, la problématique avec nos parents, c'est qu'ils ont des conduites parentales inefficaces, au risque de choquer. Ils veulent, mais ils ne savent pas. Tu trouves que le père, avec son fils, n'a pas de bonne relation. Les deux ne font pas des activités ensemble quand il arrive à l'adolescence. Ils vont pas, je ne sais pas, à la pêche ou à la chasse. Ils vont pas boire un café ensemble. Il n'y a pas de liens familiaux. Le père, comme les jeunes les appellent les darons, le père maghrébin rentre fatigué, il ne parle pas à son fils. Il n'y a aucune communication. Il est seul dans son coin. L'enfant est dans son coin, surtout avec le temps. L'enfant a sa clique avec qui il socialise. Et les parents, généralement, jugent l'enfant selon l'image qu'ils ont de lui quand il était encore enfant, alors qu'il est devenu un adulte. Alors, les mauvaises pratiques parentales, comme l'absence de supervision, ça c'est la première. Et moi, ce que je vous dis, c'est que, subhanallah, le blanc, dans les comportements violents des adolescents, phénomène particulier en 99, nous dit, ça c'est Presse Université Laval, la supervision est la variable clé, celle qui catalyse l'impact de toutes les autres caractéristiques du fonctionnement de la famille. La supervision. Alors, les parents nous disent aussi, Muccelli, l'an 2000, la supervision fait référence au contrôle que les parents exercent sur les sorties de leurs enfants, leur fréquentation, 2, leur travail à l'école, 3, leurs activités de loisirs, 4, sur le fait de savoir s'ils fument ou se droguent, 5. Alors, ces 5 éléments, subhanallah, nous on n'est pas dans une approche proactive. Quand le père vient me voir à la mosquée, ou la mère m'appelle, qu'est-ce qu'ils me disent? Mon fils fume. Mon fils, j'ai trouvé chez mon fils une bouteille de vodka sous le lit. J'ai trouvé une cigarette électronique. Subhanallah. Nous ne sommes pas dans la prévention. Quand vous lisez At-Tarbiya al-Islamiyya, l'éducation islamique, vous allez vous rendre compte que tous ces livres, subhanallah, se basent sur la prévention. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc, subhanallah, ce que j'étais en train de dire, c'est que la plupart de ces parents, ils connaissent ces textes, ils sont de bonne foi, mais il y a des conduites parentales inefficaces. La première, l'absence de supervision. La deuxième, la trop grande permissivité. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que pour que tu gagnes ton fils, il faudrait que tu sois son ami. Oui,
Tu dois avoir une relation avec ton fils, une relation de confiance, d'amour, d'amitié. C'est une amitié. Je suis mal à l'aise avec la question de l'amitié. Pourquoi? Euh, Parce qu'il faut qu'il y ait des relations, mais il faut qu'il y ait quand même le respect. Alors, c'est pour ça que je n'utilise pas le terme ami. C'est vrai que il doit être ton compagnon, pas ami, ton compagnon. Ar-Rasoul alayhi salam avait des compagnons. Ton fils était ton compagnon. Il te regarde avec respect, mais tu le comprends, tu lui parles, tu échanges avec lui. Et surtout, retenez ça, il faudrait qu'il y ait des activités en commun. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, les gens prenaient le petit déjeuner ensemble. C'était un moment où est-ce qu'ils mangeaient le matin et ils échangeaient. À midi, il n'y avait pas la journée continue, revenaient, ils mangeaient ensemble. Le soir, ils soupaient ensemble. À la mosquée, j'ai posé une question. Combien parmi vous mangent avec leurs enfants 3 repas? Personne n'a levé la main. Combien parmi vous mangent avec leurs enfants 2 repas? Une minorité, alors qu'on est capable de le faire le matin, petit déjeuner, et le soir le souper. Combien parmi vous prennent avec leurs enfants un seul repas? Wallahi, croyez-moi, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ne prennent aucun repas en famille. Le mari mange seul, la femme mange avec le petit enfant, les enfants en bas âge, les ados mangent seuls. Donc même les repas qui servaient de socialisation n'existent plus dans nos familles. Et ça, c'est problématique. Donc, je ne parle même pas d'aller chasser ensemble, de pêcher ensemble. Moi, je parle d'aller boire un café avec ton fils. Je ne parle même pas de ça. Moi, je parle vraiment du basique. Prendre un repas, ce qui existe en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Les familles normales mangent ensemble. Ici, on ne mange même plus ensemble. Alors, aussi à la question de la discipline. Soit la discipline est trop stricte, soit trop permissive. Il y a une incohérence. Et on punit pour les mauvaises choses. Aussi le lien d'attachement. Subhanallah. Moi, quand mon père voyait le sien vieillir, il avait les larmes aux yeux, lui embrassait la main, il y avait un lien d'attachement fort. Aujourd'hui, le lien d'attachement est devenu ténu. Dernièrement, subhanallah, quelqu'un qui m'a appelé m'a dit à Cheikh, Ladaina Rajul Kabir Fissin, un homme âgé. Ses enfants l'ont mis dehors, il dort dans sa voiture. Et croyez-moi, c'est pas une exception. Un autre, il m'a dit, il y a un couple âgé, leur fille et leur fils les ont mis dehors. À Montréal, je parle pas à New York, ici à Montréal, subhanallah. Donc, il y a aussi l'incapacité des parents d'établir des limites claires. Et subhanallah, tout ce que je vous dis, ça relève des pratiques, des conduites parentales inefficaces. Comment être un parent efficace vis-à-vis de l'adolescent? La première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qui crée la délinquance juvénile, généralement, c'est le fait de traiter un jeune, je ne parle pas d'adolescent parce que pour moi c'est un jeune, comme un enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne pas le responsabiliser. Il ne fait rien. Le père sort les poubelles. La mère fait les courses. La mère lave la vaisselle. La mère cuisine. Le jeune, il est là, en train de se la couler douce. Il a du temps. Il n'a pas de responsabilité. Que voulez-vous qu'il fasse? Billahi alaykum. J'écoutais une fois celui qui a élevé Pierre-Carl Pelado. Vous savez, son père, c'est un milliardaire, il avait des problèmes au sein de son couple, et il a confié Pierre-Carl à une famille qui habite à Outsik. Quartier pas pauvre, mais quartier quand même plus ou moins classe moyenne. Et le journaliste qui parlait avec lui, il a dit, comment ça se fait que ton père, un milliardaire, t'est confié à une famille normale? Il a dit, mon père m'a confié à une famille normale, ils étaient à peu près 9 enfants. Alors ils ont, subhanallah, invité celui qu'il a d'une certaine manière élevé. Et j'ai écouté l'entrevue. Ils lui ont dit, comment tu as fait pour élever Pierre-Carl? Il a dit, regardez, moi mes 9 gars et filles, mes enfants, ça c'est pas un musulman. Il a dit, ils n'ont jamais fréquenté 2 endroits, seuls. Le premier, il a dit, les parcs du quartier.
Et le deuxième, les centres d'achat. Alors le journaliste lui a dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans les parcs? Les parcs, c'est fait pour la jeunesse. Il a dit, oui, mais en étant encadré. Parce que dans les parcs, nos jeunes apprennent à fumer. Et dans les centres d'achat, ils apprennent à voler. Je répète, dans les parcs, nos jeunes apprennent à fumer. Et dans les centres d'achat, ils apprennent à voler. Parce que dans les centres d'achat, ils lèchent, excusez-moi le terme, les vitrines. Tu regardes les vitrines, n'ont pas les moyens d'acheter. Ben, la première des choses qu'ils vont faire, c'est essayer de voler. Et ils seront facilement influencés. Dans les parcs, sans supervision, ils vont rencontrer d'autres jeunes qui seront là, des loups, qui vont les cibler, qui vont les initier gratuitement à la drogue. Ensuite, le jeune va voler ses propres parents pour acheter cette drogue. Et j'ai une mère qui est venue me voir, un couple, subhanallah, la mère en pleurs, parce que son fils, un jeune qui était brillant, et qui venait à la mosquée, est tombé dans la drogue. Et aujourd'hui, subhanallah, en plus d'intimider sa propre mère, de l'insulter, par tous les mots que vous puissiez imaginer, et la menace, subhanallah, pour qu'elle lui donne de quoi acheter sa drogue. Alors, la question des pratiques parentales inefficaces, c'est le fait d'avoir un jeune qui ne fait rien. L'oisiveté, la mère de tout vice. Un jeune qui est là, n'a pas de responsabilité. Et vous allez me dire, mais on va le responsabiliser. Pas à 16 ans, pas à 17 ans. Parce que ceux qui ont été tués, ils avaient 16, 17 ans. Ça commence dès... Si j'avais le temps, je vais vous envoyer un tableau. Les tâches à apprendre à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à 6 ans? Qu'est-ce qu'ils doivent faire à 8 ans? À 10 ans? À 12 ans? وليدي قرأ وناس. كثير من الآباء, ce qu'ils disent à leurs enfants, plusieurs parents, ce qu'ils leur disent, ne fais rien. Juste repose-toi et étudie. Ça marche pas comme ça. Faudrait que ton fils et ta fille aient des tâches à exécuter à la maison. Faudrait pas que la femme soit seule à tout faire alors que ses filles sont sur le cellulaire. Parce que sur le cellulaire, ils sont pas en train d'apprendre le Coran. Sur le cellulaire, ils sont pas en train de regarder Doros. Sur le cellulaire, c'est le monde virtuel. Alamun iftiradi. Quand tu rentres dans ce monde, et vous savez très bien ce qui nous attend avec le nouveau projet de Facebook, d'Instagram, Insta Shaitan et Snap Iblis, donc tous ces réseaux sociaux, les enfants quand ils sont là, il y a zéro contrôle. Et comme c'est un monde virtuel, ils se permettent tout. Alors, les parents doivent initier leurs enfants, les responsabiliser, et je dis ça se fait graduellement. Donc, chaque âge, l'enfant, il a des tâches à accomplir. Il y a un âge où il doit sortir les poubelles, un âge où est-ce que la fille doit faire la vaisselle, un âge où est-ce que le gars doit sortir pendant l'été-printemps dans la corde à linge les vêtements pour qu'ils sèchent. Il doit y avoir une part de participation dans la famille. C'est ça une famille. On n'est pas des colocs. Tout le monde doit s'entraider. Alors, quand vous les laissez à ne rien faire, vous leur donnez le temps, même si vous leur donnez pas l'argent. L'oisiveté est la mère de tout vice. Shaitan et Weswis. Et Unfouan Shabab, il est encore jeune, il a de l'énergie. Il se gave de protéines, de sucre. Qu'est-ce qu'il va faire? Billah alaykoum, vous pensez qu'il va faire Qiyam al-Layl? Avec ce qu'il voit à l'école secondaire, vous savez très bien ce qui se passe dans les écoles secondaires. Allez-y, jetez un coup d'œil sur les écoles secondaires. Donc, ça c'est la première solution. Le fait d'avoir de bonnes relations avec le jeune, mais pas des relations d'amitié, permissivité. Non, non, non. Ou des trop strictes. Non, non. Il faut qu'il y ait Sha'arat Muawiyah, radiyallahu anhu. Si tu la tires, tu vas la briser. Et si tu le laisses, elle va se briser. Donc il faut avoir le doigté. Comment avoir cette relation. Donc, et ne pas le traiter comme un enfant. Ce n'est pas un enfant. Tu le traites rajul. Et dans Sunnah, comment on traite les enfants? On leur donne al-kunya. Aba Umayr, al-Rasul alayhi salatu wassalam, donnait la kunya aux enfants. Il leur donnait une kunya. Donc un surnom pour lui faire sentir que c'est un homme, pour lui faire sentir que c'est une femme. Il les salue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Al-Rasul alayhi salatu dans Sira, on nous rapporte qu'il salue les enfants. Donc il faudrait absolument avoir cette relation avec beaucoup de doigté, de les responsabiliser, surtout quand ils commencent à grandir.
Donc, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes propres enfants, avec mon fils, avec ma fille. Ils ont des tâches à faire. Ils nous aident, subhanallah, et ils se sentent valorisés parce qu'on les voit, non pas comme des enfants, mais comme des adultes responsables. Et ça doit commencer à un âge tôt, ne pas attendre 17 ans, 16 ans. Ça commence à 12, 11, 12, 13. Donc, autre chose, la question de la fréquentation. قال الرسول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Donc, le Rasoul عليه الصلاة والسلام nous dit المرء على دين خليله والصاحب الساحب سبحان الله كما يقال. Et le messager صلى الله عليه وسلم الرسول قال مثل الجليس. Donc, juste traduire المرء على دين خليله, c'est-à-dire que la personne généralement suit la religion de son ami, de son comportement. Alors, vérifiez avec lequel vous vous tenez. Ne me dites pas chaque fois, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non, mais c'est les fréquentations. On doit gérer les fréquentations de nos enfants. قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا ou كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc regardez cette métaphore, le messager te dit ton ami, la personne que tu fréquentes, c'est comme celui qui s'assoit avec quelqu'un qui vend le misk, des parfums. S'il ne les achète pas, ses vêtements il va être parfumé. Et quelqu'un qui s'assoit avec un forgeron, si les étincelles de feu ne vont pas atteindre tes vêtements et faire des trous, percer tes vêtements, mais tu vas avoir la mauvaise odeur. C'est comme si quelqu'un il fréquente des jeunes qui fument. Je parle même pas de la fumée secondaire qui provoque le cancer, je parle de la puanteur qu'il va avoir sur lui. Donc, as-sira, as-sunnah est assez clair, subhanallah. Maintenant, première solution, avoir une relation saine, de respect, et tu le traites comme un adulte, pas comme un enfant. 2, bien sûr, et cela entraîne une série d'activités qu'on fait ensemble. Parmi elles, il y a la question des repas. Et beaucoup de sœurs, wallahi, et là je tiens à dire ça, il y a énormément de sœurs algériennes, marocaines, tunisiennes qui me contactent. Wallahi, elles souffrent en silence parce que les pères sont absents. Et ça, il faudrait vraiment que nos pères réalisent que le petit Maghreb, c'est pas seulement des cafés, subhanallah. Qu'est-ce qu'on a donné à cette société? Quand vous allez vérifier chaque communauté, portugaise, italienne, juive, toutes les communautés qui nous ont précédés, regardez leur quartier, ce que ça reflète, et regardez le nôtre, le petit Maghreb des cafés. Ce qui veut dire que les parents, les hommes, sont dans les cafés après le travail. Et qui se bat pour sauver les enfants, c'est la mère seule. La présence du père dans ces sociétés sont indispensables. Il y a quelqu'un qui m'a entendu dire ça dans une khutbah. Il m'a dit, ya Cheikh, ittaqillah, as-sahaba radiyallahu anhum, kanu ahla jihad, wa ahla tijara, wa ahla safarin lid-da'wa. Il m'a dit, as-sahaba voyageaient pour le jihad, pour le commerce, pour le da'wa, et les mères ont éduqué la mère d'Imam Ahmed, la mère d'Imam Malik, Rabi' al-Ra'i, al-Bukhari, al-Shafi'i, des mères. J'ai dit certes, mais dans leur société, il n'y avait pas que la mère qui éduquait, il y avait toute la famille, il y avait la tribu, il y avait Ahl al-Fadl, Ahl al-Khayr. Dans cette société, billah alaykoum, si le père est absent, qui va le remplacer? Et la mère, est-ce qu'elle va être au four et au moulin? Donc, relation saine, respect, des activités qui fédèrent la famille, tout le monde se tient ensemble, au moins les repas, et les conserver. Et ça, c'est le rôle de la mère et du père. Ils doivent conserver les repas en famille et avoir des activités. La mère, elle doit trouver, et généralement, subhanallah, au niveau de la délinquance, ça fonctionne bien au niveau des filles. Parce que les filles arrivent généralement à socialiser avec leur mère. Mais avec les gars, c'est plus dur. Et la recherche scientifique le dit. Donc, ça c'est le premier point. Tu le traites en adulte. Deuxième point, il doit y avoir des activités que vous faites ensemble. Le troisième point, il faut avoir des pratiques éducatives saines et
efficaces. Parmi ces pratiques éducatives, faudrait que les parents sachent, connaissent les fréquentations de leurs enfants. Faudrait que les parents sachent que chaque quartier a son lot de problèmes. Vous savez comment il classe les écoles au niveau des commissions scolaires, les écoles secondaires et primaires? Il les classe selon le salaire moyen des pères et le nombre d'années de scolarité des mères, parce que les mères généralement qui font les devoirs à la maison, et le salaire du père permet les activités. Est-ce qu'il va permettre à ses enfants de faire de la natation, du karaté ou d'autres activités? Donc chaque quartier, chaque école, elle est classée. Et le gouvernement sait ça. Donc quand tu choisis d'habiter dans un quartier, il y a les quartiers de délinquance blanche. Hochelaga, Maisonneuve, la Petite Bourgogne, il y a des quartiers de délinquance immigrante. Montréal-Nord, Saint-Michel, le quartier-ville. Et maintenant, on a une autre forme de délinquance, celle dont j'ai parlé, qu'on retrouve à Saint-Léonard, à Rivière-des-Prairies. Et quand je parle de Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, c'est pas des quartiers défavorisés. C'est des quartiers, comme j'ai dit, classe moyenne, mais il y a eu des pratiques parentales inefficaces, il y a eu l'apparition des armes à feu, il y a eu l'influence de jeunes rappeurs et il y a le temps passé sur les réseaux sociaux. Quand on met tous ces facteurs avec des parents qui généralement viennent du Maghreb, qui sont déchirés entre les études et le travail. Plusieurs travaillent et étudient et l'enfant est laissé à lui-même. Donc, subhanallah, faudrait d'une certaine manière qu'il y ait une responsabilisation, faudrait qu'il y ait une approche multifactorielle, comme j'ai dit, qu'on travaille tous ensemble, les imams, les mosquées, les parents, et que vous constituez aussi des creusets de socialisation. Ça veut dire quoi, des creusets de socialisation? C'est-à-dire que les sœurs, chaque semaine, ensemble, 4-5 sœurs se rencontrent avec leurs filles, qu'il y ait dars, halaqa, un repas, que ces enfants-là voient. La fille, elle voit sa tante, bil hijab, elle voit sa tante qui est mariée, elle a des modèles, subhanallah, devant elle. La même chose, faudrait que les maris et les hommes aient des creusets de socialisation, qu'ils sortent avec leurs jeunes, qu'ils voient un mot, qu'ils voient un homme, un autre homme pratiquant, qui a fait sa famille, qui a étudié, et c'est avec ce type de ce creuset de socialisation qu'on donne à nos enfants des modèles dans lesquels ils s'identifient. Parce qu'aujourd'hui, ils s'identifient dans des rappeurs. Les signes qu'ils font quand ils prennent des photos, les rencontres, le type d'habillement, les coupes de cheveux. Je parlais avec un coiffeur. Il m'a dit quand le jeune vient avec son père, en étant enfant, il me demande une coupe de cheveux. Quand il passe à l'adolescence, il me demande un autre type de coupe de cheveux et je vois le changement, subhanallah. Il m'a dit, j'ai vu des jeunes venir ici avec leurs parents en étant enfants et revenir en étant adolescents et je les ai vus par la suite fumer dans les quartiers, dans les ruelles. Wallah al-Musta'an. Donc, j'espère ne pas avoir trop parlé aujourd'hui, mais wallahi, c'est un dossier qui me tient à cœur. C'est que on a fondé As-Sahaba près du petit Maghreb pour encadrer nos jeunes. Et là, on voit l'année 2021 commencer par le meurtre de Walid Meddan et l'année 2022 qui commence par le meurtre de Amir Ben Iyad. As'Allah an yarham jami' mawt al-muslimin wa an yusabbira ahlahum. Donc, Inch'Allah, il y aura un suivi sur ce dossier-là. On ne veut pas faire une marche comme lorsque Abdelbari et Salem avaient été tués. Il y a mobilisation, puis on passe à autre chose. Il ne faudrait pas qu'il y ait seulement des réactions, comme j'ai dit. Il faudrait qu'on soit proactif, qu'il y ait des ateliers. On attend la ouverture des mosquées, des ateliers pour les pères, les ateliers pour les mères, des activités de socialisation. C'est le seul moyen pour qu'on puisse sauver nos enfants. Il n'y a pas une société islamique, on doit, excusez-moi le terme, nous ghettoiser. Certains ne vont pas aimer ce terme. Certains ne veulent pas que leurs enfants fréquentent oulad al-arab, comme ils disent. Mais croyez-moi, les communautés qui ont pu conserver leur religion, leur langue, leurs valeurs, leur culture, la communauté juive par exemple, c'est auto-ghettoisé. Donc, faudrait
se ghettoiser. On n'a pas le choix. Sinon, dans cette société, la famille sera disloquée et les enfants vont se perdre. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم